Bonjour, je m'appelle Gianni, je passe de la Faille au Million et je vous explique tout ça au Cercle de Wallonie. Salut Gianni, Salut Jonas, bienvenue. merci de nous accueillir ici, de m'accueillir ici. Bah écoute, c'est un vrai plaisir. Gianni, d'entrée de jeu, la tradition dans ces épisodes podcast du Cercle, c'est non pas de te poser la question de ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Alors Gianni, je te pose la question, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu te lèves le matin? Alors en fait, vraiment, mon motto, le truc qui fait que je me lève le matin, le truc qui fait que ça me donne envie de faire ce que je fais au quotidien, c'est vraiment pouvoir rendre service à mes clients à travers mon activité que je vais vous expliquer dans quelques instants. Ton activité c'est High Tech Care. Ouais, Alors ça peut tout vouloir dire. c'est ça. Et en même temps, on ne le dirait pas quand on lit le nom, mais tu fais en fait du leasing de matériel informatique reconditionné. Ça consiste en quoi? Alors c'est très simple, ça consiste à couvrir les besoins des clients en informatique, mais à travers une formule de leasing qui intègre les services, la garantie, et avec du matériel reconditionné, parce qu'aujourd'hui, beaucoup intègrent une politique sociétale et environnementale dans leur entreprise, et ils se disent pourquoi pas du matériel informatique reconditionné du coup. Eh bien, on va revenir là-dessus évidemment Ouais. en détail, mais on est aussi et surtout là pour parler de l'entrepreneur que tu es. Moi, j'ai envie de comprendre ton histoire, ton parcours depuis ses balbutiements. De ce que j'ai compris, ton parcours scolaire, il est relativement court, Ouais, mais on peut simple, peut-être en parler. pas de problème. Il est simple dans la mesure où j'ai fait mes études secondaires, j'ai quand même été jusqu'au bout, comme beaucoup. Et puis, j'ai tenté de faire des études supérieures. Je dis bien tenté parce que j'ai essayé, vraiment. J'ai terminé par une année en relations publiques, je crois. Et puis, en fait, sur le côté, j'avais déjà en tête de faire de l'informatique et des choses comme ça. Donc, j'allais dépanner des copains, des voisins et ainsi de suite. Et puis, la réputation se faisant, merci à eux, à un moment donné, j'ai dû choisir les études, continuer les études, s'y accrocher, ou lancer sa boîte. Et on est début des années 2000 et je décide donc de lancer ma boîte, qui ne s'appelait pas à l'époque High Tech Care, mais Flex Informatique. Flex informatique. Ouais. Alors oui, mais tu es peut-être allé un tout petit peu vite parce que entre le moment où tu commences, je veux dire, à t'intéresser à l'informatique et au moment où tu lances ta boîte, tu as quand même déjà cette espèce de passion qui naît. Et ton premier PC, le premier PC auquel tu touches pour un copain, littéralement, tu l'exploses. Ah ouais, là je l'ai fait cramer pour dire, voilà, je branche, je mets tous les composants. Alors il faut savoir que j'ai pas appris ça à l'école, je l'ai appris dans des magazines, dans des revues de chez des libraires et ainsi de suite. Je me suis formé sur le tas, comme on dit. Et puis je fais mes premiers branchements. Alors on est à ce moment-là, j'étais encore en secondaire, donc c'est tout début des années 2000, fin des années 90. Et tout n'est pas expliqué. Donc les cartes mères à l'époque, il fallait encore jouer avec des petits composants. Et malheureusement, j'ai loupé une étape. Donc je branche le courant et là, clac, ça explose. Donc ça commence bien. L'activité, je me dis, bon, ok. Mais voilà, c'est peut-être aussi ça, l'esprit indépendant. C'est on s'accroche, on lâche rien, on continue, on recommence. Et finalement, le PC a fini par fonctionner. Donc, tu as appris sur le tas, mais c'est quoi? C'est littéralement une passion qui t'est venue ou tu étais juste curieux, tu t'es dit je vais démonter un PC, puis je vais chipoter et puis on Depuis verra? que je suis tout petit, en fait, je démonte tout ce que j'avais. J'ai les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, peu importe. Je démontais absolument tout. Et puis, je suis curieux de nature, donc je me suis intéressé à l'informatique à un moment donné. Et je me suis dit, pourquoi pas, il y a un truc à faire. Et comme on était de nouveau fin des années 2000, fin des années 90, pardon, début des années 2000, je me suis dit, on me demande, je le fais. Voilà, je saisis l'opportunité, je le fais. C'est encore aujourd'hui ce que tu fais, apprendre sur le tas? Je fais que ça. Que ça? Ouais. Ok. Et ton premier client, c'est ton voisin. Alors, il faut que tu m'expliques parce que tu délivres en vélo, Ouais. tu vas chez tes clients en vélo, tu Ouais. as 15 ans, Ouais. tu vas à gauche, à droite, et en fait, tu dépannes comme Ouais, tu peux les c'est ça. gens. Donc, j'avais pas. Alors, si je savais pas, je me disais que j'allais me renseigner et puis je finissais par trouver la solution. J'avais commencé à mettre des cartes de visite dans le magasin du village. Ah, ça a commencé comme ça, hein, voilà, appelez-moi si vous avez besoin d'aide en informatique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Un voisin, un copain, la mère d'un ami, des choses comme ça qui sont venus me demander de l'aide. Et bon, à un moment donné, effectivement, la demande commence à se faire. Je veux dire,
histoire basique. Ouais, tout à fait. On est à l'époque où tu finis par lancer ta boîte. Ouais, tout à fait. Concrètement, ça se Donc passe comment? Qu'est-ce que tu fais? J'ai cru comprendre que tu te lançais, mais genre sans business plan, juste avec tes chaussettes, façon de parler. exactement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans toutes les personnes que j'ai dépannées, il y avait un voisin qui avait une entreprise et qui me dit: «Est-ce que tu sais pas venir dépanner en entreprise?» Je dis: «Oui, je veux bien», mais bon, je voulais pas faire les choses à moitié, donc il fallait que je le fasse dans un cadre légal, avoir un numéro de TVA, ainsi de suite. Donc il me le demande. De nouveau, je saisis l'opportunité, sans rien, je vais, dans un secrétariat social chercher un numéro de TVA et je me lance. C'est parti, on était en 2005. 2005, ok. Et tu fais quoi exactement dans cette activité? Juste du dépannage Je informatique fais du dépannage, de la vente, j'aide les entreprises, même les particuliers avec leur matériel informatique. À l'époque, c'était encore quelque chose de relativement exceptionnel. Ça commençait tout doucement. On ne parlait même pas encore, par exemple, d'ordinateur portable. Ça commençait tout doucement. À l'époque, c'était bien souvent des tours, le matériel bien lourd, les gros écrans. Voilà, je faisais ce qu'un informaticien de l'époque faisait. Et t'as pignon sur rue ou Alors, tu fais ça chez toi? au début, je faisais ça chez mes clients. Donc, ça veut Ok, dire tu te que déplaçais. je me déplaçais. Ok. Bon, entre-temps, j'ai passé le permis, j'avais mon véhicule. Le vélo s'est transformé. Petit à Exactement, petit, tout les à choses fait. ont Ouais, tout bougé. à fait. Bah, ça fait partie de Ok, l'évolution. ouais, ouais. Et donc, ouais, je vais dépanner. Et puis, voilà, j'ai décidé d'ouvrir un point de vente. Mais je ne voulais pas le faire n'importe comment. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, je me suis fait accompagner par une structure d'aide aux entreprises. Oui, ça existait. J'arrive à les convaincre. Donc, voilà, je leur explique mon business model, un point de vente en informatique, comme on en a beaucoup. Peut-être un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, il y en avait pas mal. Je me fais aider pour du coup développer mon business plan, mon business model. Mais le truc, c'est que derrière, comme je n'avais pas la connaissance, puisque de nouveau, je suis parti de rien, j'ai fait ça le pouce levé en disant: «Tiens, le sens du vent, ça va par là et on y va». Ben là, je me suis aidé pour construire mon plan financier, construire mon business plan et on va trouver les banques pour acheter un bâtiment. Chose que j'obtiens. Donc, j'achète un bâtiment dans lequel je vais faire mon magasin d'informatique. On est fin 2006, début 2007. Je lance mon magasin. Vous savez, à l'époque, les magasins, c'était les cartouches d'encre derrière soi sur le comptoir, les clés USB qui commencent à arriver, les Je premiers sais même pas abonnements si j'ai télé, connu ça. les premiers abonnements télécom. Enfin, comme vous iriez aujourd'hui dans une grande chaîne, voilà, la même chose mais en miniature. Ok. Voilà, ça marche, ça marche. Je quadruple ma clientèle mon chiffre d'affaires et ma clientèle en l'espace de 2-3 ans. Et puis, ben, alors de nouveau, on peut imputer ça à la gestion, on peut imputer ça à des erreurs professionnelles, comme tout entrepreneur peut rencontrer dans sa vie. Et quelques années après, je dépose le bilan. Tu te déposes le bilan Ouais. comme ça. Fin 2009, je décide après. Alors, si je reviens un peu en arrière, j'ai commencé à sentir, parce qu'à un moment donné, après autant d'années d'expérience, on commence à sentir, de se dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Je décide de retrouver la structure d'accompagnement à qui je redemande de l'aide en disant, ben voilà, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc j'explique mon parcours, j'explique que je voudrais bien me faire aider pour pouvoir faire évoluer mon entreprise de la bonne manière. Et là, le bilan qui sort de tout ça, c'est très positif. Voilà, le chiffre d'affaires est bon, la clientèle est bonne. On me donne évidemment des points d'amélioration, des points d'attention. C'est normal, de nouveau, très jeune entrepreneur. J'avais à l'époque, c'est 24-25 ans par là. Donc voilà, j'essaye de suivre les conseils. Et on était en 2008. 2008, fameuse crise des subprimes aux États-Unis. Les robinets sont fermés, les banques ne prêtent plus. D'ailleurs, ma banquière à l'époque, que je vais trouver avec ce nouveau plan financier, cette partie relance de l'activité, me dit: «Écoutez, monsieur, même si vos chiffres sont très bons et qu'on voit que vous êtes sur la bonne voie, on ne vous prêtera plus un sou. Plus jamais. Surtout, ouais, on ne vous prêtera plus un sou. Pour le moment, c'est comme ça, surtout dans le milieu informatique». Ouais. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on tente de ressauver les meubles, hein, on s'accroche, on persévère, mais quand c'est inéluctable, c'est inéluctable. Et quand c'était là, ben, c'était là. Et donc, j'ai décidé de déposer le bilan fin 2009, c'est-à-dire un an après avoir été retrouver ma banque pour lui demander de l'aide qui ne m'a pas aidé.
Tu l'as revu cette banquière après? Ah non, je ne l'ai plus revu, plus du tout. On doit sans doute s'en mordre les doigts. Enfin, on en reparlera, j'imagine. Ouais, Mais enfin, l'important c'est que après, tout est bien qui finit bien, mais on n'en est pas on encore n'en est là. pas encore là. Alors, ok, donc tu vis littéralement une faillite, Je vis littéralement une faillite, ouais. ce qui touche énormément d'indépendants en fait, plus que ce qu'on croit. Euh, Qu'est-ce que toi tu en retires comme apprentissage de tout ça? Alors aujourd'hui, en 2024, je dirais que j'ai eu la chance de faire faillite. Ok, C'est terrible de dire ça, il y en a certains qui ne le comprennent pas, même quand je l'explique, mais je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait faillite. C'est-à-dire que quand une expérience comme ça te tombe dessus et que tu t'y attends pas, parce que finalement, bah, tu essayes de faire, tu t'accroches, tu mets tout ce qu'il faut pour essayer que ça dure, et que finalement c'est ton bébé que tu perds, euh, tout ton monde s'écoule autour de toi. Tu deviens, excusez-moi du terme, mais tu deviens un paria de la société du jour au lendemain. Les banques ne te regardent plus. Tous tes projets professionnels et personnels, à part si tu retrouves du boulot en tant que salarié, mais euh, en tout cas, personnellement, c'est très compliqué à vivre parce que bah, tu te dis que pendant quelques mois, quelques années, et dans mon cas, ça a duré des années, toute ta vie est hypothéquée parce que bah, tant que c'est pas réglé, on ne t'accorde aucune chance, tout simplement. Voilà. ça a duré combien de temps? Ah, je le disais tout à l'heure, on en discutait, le truc avec la justice belge, c'est qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça termine. Dans mon cas, ça a duré 10 ans. Plus de 10 ans 10 ans. même, ouais. Et pendant 10 ans, tu fais quoi? Alors, pendant 10 ans, alors, il faut nuancer, donc ma faillite, ça a duré donc 10 ans, comme je le disais, mais j'ai eu mon excusabilité, donc ce fameux sésame qui te dit, OK, on a bien compris que tu as essayé, tu t'es planté, mais c'est pas pour ça que tu es malhonnête, que tu as mal fait les choses, et ainsi de suite. Donc, on efface ton ardoise, même si j'avais rien dans mon ardoise, mais on efface ton ardoise et tu as l'opportunité de te relancer comme indépendant. Donc ça, c'est arrivé en 2016 et j'ai repris une activité d'indépendant en 2017. Mais en étant en mode réduit, j'ai envie de dire, puisque même si je reprends une activité, il était hors de question d'investissement, il était hors de question de prêt, ni même d'un petit crédit de caisse pour subvenir à quel que soit le besoin de fourniture ou quoi que ce soit. Tout simplement bah, parce que même si on obtient l'excusabilité, ça ne veut pas pour autant dire que la faillite se clôture. Donc ça veut dire que je suis indépendant, je facture, mais ma faillite continue toujours, elle est pas clôturée. Donc je vis ça encore pendant entre 2017 et 2021, donc encore pendant 4 ans. Donc entre 2009 et 2021, je suis en faillite. Voilà. Tu vis ça comment? Bon, à la fin, on s'y fait. Je pense qu'à un moment donné, on prend la mesure de ce qui nous arrive. On se dit que ben, être propriétaire, ce ne sera pas pour tout de suite. Il faut encore attendre. Pouvoir emprunter pour acheter une voiture, ce ne sera pas tout de suite. Il faut encore attendre. Pouvoir peut-être même oser se relancer en tant qu'indépendant, ben, il a fallu pour le coup 5-6 ans pour se dire ok, je m'y remets. Mais c'était là, ça ne m'a jamais quitté. J'ai eu des jobs de salarié entre-temps, donc entre 2009 et 2017, j'ai eu des jobs de salarié, mais ça ne m'a jamais convenu. Ça n'a jamais été. Pourtant, j'ai obtenu des postes que si j'avais pas été indépendant, j'aurais voulu avoir. Et je l'ai eu. Donc je me suis retrouvé responsable informatique dans une grosse boîte de logistique. J'avais du personnel en dessous de moi, j'avais mon bureau, je remplaçais quelqu'un qui était en poste depuis 15 ans. Il est devenu mon N-1, donc il bossait entre guillemets pour moi. Je dépendais directement de la direction belge du groupe. Et donc je m'étais dit, bah ouais, je suis responsable informatique dans une grosse boîte, c'est cool. Et tu étais à l'aise. Et j'étais à l'aise financièrement, j'avais le bon salaire qu'il y avait avec, plus tous les avantages. Mais il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Cette aventure-là, elle a duré un an, un peu plus d'un an et demi. Et au bout d'un an et demi, je me souviendrai toujours, c'était un vendredi après-midi, j'étais dans mon bureau et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à ma place. Oui, je suis là, je fais les choses qu'on me demande. Je les fais même peut-être même pas très bien parce que même si c'était pas compliqué de faire ce que je faisais, c'était mon métier. Je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. Alors aujourd'hui, on va pouvoir parler de sens dans le métier et ainsi de suite. Mais quand on a connu une faillite, le côté sens, on a un peu tendance à le mettre de côté parce qu'on se raccroche au fait de se dire, mec, tu as essayé, ça n'a pas fonctionné, raccroche-toi, fais ton job comme du mieux que tu peux, et puis c'est tout, point. Arrête-toi, on se bride parce que en fait, on te fait tellement comprendre
que tu n'as pas ta place en tant qu'indépendant, vraiment, que finalement, il te reste une solution, c'est d'être salarié et surtout, ferme-la, sois déjà bien content d'avoir ce que tu as. Mais malgré tout, il y a cette petite voix qui dit tu ne relancerais pas un truc, tu n'essaierais pas, tu vois un truc passer, tu te dis ah ouais, mais ça, il y a peut-être un business à aller chercher derrière et ainsi de suite. Donc ça ne quitte jamais en fait. Vraiment cet esprit d'entreprendre. Alors je ne sais pas si tous les indépendants qui ont connu la faillite passent par là. Oui, dans les premiers temps, c'est comme un deuil en fait. Dans les premiers temps, on se dit bah, ok, je fais le deuil de mon activité. Mais très vite, on se dit mais ça fait partie de moi d'être indépendant et on a envie de se relancer. On a envie de recréer quelque chose, même s'il y a la peur qui est là. Et le regard de la société, ou en tout cas du monde professionnel qui te dit « Ouais, mais regarde, tu t'es déjà fait planter » et il y en a qui n'hésitent pas à te le dire. Eh, monsieur, on en reviendra, on pourra en reparler un peu plus tard, mais quand j'ai décidé de relancer mon projet, je retrouvé mon banquier qui m'a dit, et alors que c'était il y a peu de temps ici, au démarrage de l'activité, il m'a dit « Mais monsieur Sergi, vous avez fait faillite, je vois bien que c'est clôturé, mais on ne pourra rien faire pour vous pendant 10 ans. » 10 ans. Ça nous menait en 2031, de la part d'un banquier. Alors que, fondamentalement, sur papier, il trouvait l'idée extraordinaire, géniale, et ainsi de suite. Ok. Je pense que vraiment, cette capacité à pouvoir digérer, en fait, pouvoir accepter, vraiment, je le compare vraiment à un deuil parce que vous savez, quand on perd un proche, il y a ces étapes de colère, de déni, et ainsi de suite. Faire faillite, c'est la même chose. En fait, on passe par toutes ces étapes-là. Et puis au final, quand les étapes avancent, on se dit, OK, c'est comme ça fait partie d'eux. J'ai discuté avec un proche tout à l'heure qui me disait, ouais, enfin maintenant tu as l'habitude, tu sais que si on te refuse quelque chose, ça n'a plus autant d'impact et c'est vrai. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un client qui me dit non, une opportunité que je rate, même si demain un banquier me dit écoute, non, pas autant pour le moment et ainsi de suite, ok, pas grave, on va faire autrement, on va trouver d'autres solutions et quand ce sera le bon moment, on le fera. Mais cool et détendu, vraiment cool et détendu. Donc, en fait, conclusion de l'histoire, une faillite, ça n'empêche absolument pas de rêver, d'avoir de l'ambition. Certainement pas. Et ça t'apprend plus qu'autre chose, Ouais. même si effectivement, c'est pas l'épisode que tu souhaites à qui que ce soit. Mais en tout Exactement. cas, Bah, ça... voilà, j'ai envie de dire, on apprend, mais on peut pas, tant qu'on ne vit pas l'expérience, on ne peut pas le savoir. Hmm. C'est-à-dire, si demain je rencontre un jeune entrepreneur, et d'ailleurs je le fais dans le cadre d'accompagnement d'étudiants entrepreneurs, hein, ils sont là avec leurs rêves et ainsi de suite, et tu auras beau leur dire fais gaffe, attention, fais attention à ces aspects-là, eux ils sont en mode rêve, je rêve le truc, et on ne pourra pas l'empêcher. On ne pourra pas l'empêcher, on peut mettre des garde-fous, on peut prévenir. Alors il faut savoir aussi que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ce n'était pas comme quand moi j'ai commencé. Le monde évolue petit à petit. Les choses évoluent, la manière de voir l'entrepreneur a changé, même quand il fait faillite. Aujourd'hui, même les lois sur les faillites ont changé il y a quelques années. Moi, quand j'ai fait faillite, tu étais pointé du doigt, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, allez, je prends un simple exemple, l'excusabilité dont je parlais tout à l'heure. Moi, quand j'ai fait faillite, il fallait aller demander l'excusabilité. Ça veut dire qu'il fallait aller soi-même au tribunal ou mandater son avocat pour le faire en disant, voilà, mon client ou moi, je viens vous demander de m'accorder l'excusabilité parce que j'ai rien fait de mal. Aujourd'hui, par exemple, cette excusabilité, elle est accordée presque d'office, sauf en cas de suspicion de fraude et des choses comme ça, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, juste par ce simple changement-là, on n'est déjà plus considéré comme quelqu'un qui est mauvais ou qui a fait mal les choses. Ou on te dit, ok, t'as essayé, tu t'es planté, t'es pardonné. Enfin, t'es pardonné, on s'entend, hein, toute mesure gardée, mais ok, tu as le droit à une autre chance de relancer ton truc. Et les délais aussi sont beaucoup plus courts qu'à l'époque où moi j'ai fait faillite. Ça va contribuer justement à améliorer la qualité de vie et l'envie d'entreprendre, certainement. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, si on a un rêve, se faire accompagner évidemment, mais alors oui, on peut tout dire. On peut dire ouais, mais on est taxé, on peut, si on se lance, on sait qu'on donne la moitié à l'État et ainsi de suite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand on se lance, finalement, on connaît les règles du jeu auquel on va jouer. On ne peut pas, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, il ne peut pas dire je ne savais pas.
Je n'étais pas au courant, je ne savais pas, la TVA qui me tombe dessus, les impôts qui me tombent dessus, les lois sociales qui me tombent dessus. Ben non, mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. On est mieux renseigné aujourd'hui, hein. On est mieux renseigné, on est mieux accompagné. Il y a tout un tas d'un environnement qui existe autour de l'entrepreneuriat, des cercles d'affaires, enfin, il y a tout un tas de choses qui existent pour montrer que ose entreprendre, c'est pas mauvais. Non, tu ne seras pas forcément le patron qui va rouler en Ferrari. On est bien d'accord, chacun à son niveau. Et entreprendre, c'est pas mal. C'est pas parce qu'on entreprend demain qu'on veut forcément devenir millionnaire ou milliardaire. On veut simplement vivre de sa passion, vivre de ce qu'on aime et ainsi de suite. Tu disais, parce que alors je ne savais pas du tout que tu avais le nez dans l'accompagnement entrepreneurial, mais ça ne m'étonne même pas. Je voudrais quand même ton avis sur cette chose-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les jeunes, je vais dire de mon âge ou même un peu plus jeunes, qui veulent entreprendre, qui commencent à entreprendre et qui sont accompagnés, sont parfaitement encadrés et parfaitement conscients de ce qui tourne autour des risques de l'entrepreneuriat? J'entends par là, est-ce que tu ne penses pas qu'on omet parfois un peu de leur dire que non, l'entrepreneuriat, c'est pas je claque des doigts et l'argent tombe parce que mon projet est génial. Tu vois, moi, j'ai parfois un peu le sentiment que peut-être, parfois, tu vois, on est dans le trend de Ouais, l'entrepreneuriat. ouais, tout à L'entrepreneuriat, fait. c'est sexy Ouais, maintenant, ouais, c'est à l'américaine, c'est les à l'Amérique. startups, c'est voilà. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on diffuse quand même beaucoup ce message de easy money. Ouais. Mais la vie d'un entrepreneur, peu importe l'ampleur de ton projet, c'est pas du tout C'est pas easy que ça, money. c'est pas que ça. Ça peut être easy money, mais avant d'y arriver, il y a des étapes avant. Et j'ai même envie de dire, comme tu dis, la dissonance, en fait, le problème, il vient du fait qu'on nous montre l'entrepreneuriat américaine et on a des émissions, notamment en France, où des gens vont lever des fonds par centaines de milliers ou par millions d'euros. Et c'est incroyable, cet fameux effet waouh, moi aussi je peux le faire, j'ai un truc, je vais le faire, je vais tout péter, je vais tout exploser. On a des influenceurs qui nous expliquent qu'ils veulent gagner plein d'argent. Très bien. Mais à tous ces jeunes-là, moi, je leur ai dit, écoutez, il ne faut jamais oublier de contextualiser l'endroit dans lequel vous faites votre business. On est en Europe, on est en francophonie, on a une mentalité qui n'est pas anglo-saxonne, on a une mentalité qui est plutôt germano, latino et ainsi de suite, où il y a un cadre, il y a des règles et ainsi de suite. Et donc c'est normal que même si l'esprit d'entreprendre se libère et qu'on considère qu'aujourd'hui les choses sont un peu plus normales qu'il y a quelques années, il y a toujours ce cadre et ce cadre il doit évoluer encore. Donc ramener du cadre et remettre de la réalité dans les rêves des gens, dans le rêve de ces jeunes qui désirent se lancer et leur dire écoutez ces influenceurs, ils ont peut-être des choses inspirantes qui vont vous guider, qui vont vous donner peut-être des choses qui vont vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser, mais n'oubliez jamais où vous êtes et comment vous le faites là où vous êtes. Parce que si tu prends le même rêve et que tu l'exportes de l'autre côté de l'Atlantique, ça va peut-être marcher 10 fois plus, 10 fois mieux, 10 fois plus grand. Mais revenir en Europe et se dire, bah ouais, bah, moi je veux faire mon truc, ça va peut-être moins bien marcher ou ça va prendre plus de temps. Alors, tu évites peut-être des frustrations, parce que forcément, quand tu remets du cadre, il y en a qui disent, ouais, mais il faut viser grand, il faut rêver haut, tout ce que tu veux, sky is the limit, tout ça, très bien. Moi, j'ai envie de te dire, oui, sky is the limit, mais sky européen, quoi, tu vois? Ah Ça oui? veut dire, ah oui, Donc parce tu que penses que l'ambition a ses limites ou... certainement pas, Ok. surtout pas, mais avant d'atteindre le haut sommet de la montagne, regarde le caillou qu'il y a devant toi. Ouais, mais vraiment, hein. Enfin, je veux dire, va là-bas au-dessus si tu veux, avance comme tu veux, fais-le, mais aux États-Unis, on va te dire, bah vas-y, fonce, et vas-y. Et si tu te plantes, c'est pas grave, on va te donner du truc, on va t'aider, monte là-bas. En Europe, le truc, c'est qu'on te dit, vas-y, monte là au-dessus, mais le problème, c'est qu'entre-temps, tu vas te casser 4 fois la gueule, tu vas t'écorcher 8 fois le genou, et t'es pas sûr et qu'il y ait certain qu'il y ait quelqu'un qui soit venir là pour réparer tes trucs. Et ça, c'est la réalité. Et donc, enfin, c'est pas mettre des limites à l'ambition, c'est mesurer l'ambition à la hauteur de l'environnement dans lequel tu te trouves. Parce que ça va permettre d'arriver là-haut, mais surtout d'y rester. Parce que le contre-pied de j'arrive là-bas au-dessus tout de suite, go, on y va, c'est que demain, tu peux tomber directement de l'autre côté de la falaise et te faire bien mal.
Et là, tu te retrouves limite à la rue. L'avantage qu'on a ici en Europe, c'est qu'on a tout ce contexte de sécurité sociale et ainsi de suite. Même, je vais dire, même en cas de faillite, je vais dire, aujourd'hui, il y a des assurances, on ne te blâme plus, on ne va plus chercher jusqu'à ta petite culotte pour rembourser toutes tes dettes, sauf si tu fais n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais j'ai envie de dire, tu as encore le droit d'exister. Même si on te dit, ouais, mais tu as encore le droit d'exister. Ailleurs, tu tombes, tu tombes. Et il y a peut-être quelqu'un qui sera là-bas pour ramasser tes miettes avec une ramassette, mais c'est tout. Et ouais. On continue à monter la montagne, justement. Donc, Pas de souci. on est toujours avec toi, Gianni, et on est dans un moment où on est dans le creux de la montagne. Ouais. On a monté un petit peu, et comme tu dis, là, on a chuté. Mais on recommence à gravir l'autre flanc, et on est en 2019, Ouais. si je dis pas de bêtises. C'est ça. 2019, tu commences à sentir un truc. Ouais, je commence à sentir un truc que j'avais déjà senti 10 ans auparavant. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais 2019, j'avais lancé un petit concept en 2009 en me disant tiens, j'ai des indépendants qui viennent à mon magasin et viennent toujours avec les mêmes questions. Combien est-ce que ça va me coûter de réparer mon ordinateur et combien de temps ça va prendre? Et j'avais un papa qui était garagiste et lui il faisait du leasing de voitures. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait pas la même chose en informatique? Le garagiste, il vient, il dépose le client, il vient, il dépose son ordinateur, je le répare, il n'a pas tout est maîtrisé, les coûts sont maîtrisés. Donc je fais mes 2-3 premiers contrats à l'époque, je dépose bilan, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Et 2019, je me dis, mais il y a encore un truc à faire. Pour cette catégorie d'entrepreneurs, de clients, des petits indépendants, des petites PME, et je me décide de relancer ce truc-là. Mais comme ma faillite n'était pas clôturée, tous les acteurs financiers derrière me disent on ne te suit pas tant que ta faillite n'est pas clôturée. Donc l'idée est là, je peaufine, je prends patience, de nouveau, résilience, prendre patience, jusqu'à ce que ma faillite soit clôturée. Alors je mets les bouchées doubles derrière pour accélérer la clôture, j'engage des avocats, tout ça, pour pouvoir clôturer ça le plus rapidement possible. Et donc 2021, enfin, je décide j'ai l'opportunité de tester mon produit sur le marché. Donc tester que ça fonctionne bien, qu'il y a une demande pour ça. Et effectivement, ça prend. Alors 2021 se passe, j'ai des activités complémentaires sur le côté, bref, je fais plein de choses, mais ce truc, je l'ai focus. Je veux être focus sur ce truc et je sais que ça va réussir. Ne me demande pas pourquoi ni comment, mais je sais qu'il y a un marché, je sais que ça peut fonctionner, j'ai la foi dans mon produit. Je pense que finalement, c'est peut-être le plus important, c'est d'avoir la foi en ce qu'on fait. Et mon activité commence à vraiment, vraiment décoller fin 2022 lorsqu'un courtier en crédit vient me trouver, remplit le formulaire sur mon site internet en disant bonjour, voilà, j'ouvre un nouveau bureau et je voudrais équiper ce bureau avec du matériel informatique et j'en ai besoin en leasing. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et ça a démarré comme ça, tout simplement. Et c'est ça, alors juste avant, quand on préparait l'émission, on parlait de Product Market Fit. Ouais. Et je t'ai dit, tiens, c'est à ce moment-là que tu découvres que tu as ton Product Market Fit et tu me réponds. Moi, je dis qu'on n'est jamais sûr de son product market fit. Parce que le product market fit d'aujourd'hui ne peut pas être celui de demain. Et donc, ça veut dire que quelque chose qui marche aujourd'hui ne marchera plus forcément de la même manière demain. Alors oui, tu peux surfer sur des tendances et ainsi de suite, parfait. Mais je pense que c'est surtout cette capacité à pouvoir ne jamais concevoir que son produit est abouti pour continuellement l'améliorer. Ah, je prends une remarque d'un client, j'ai envie d'améliorer ça, je change le packaging, et ainsi de suite. Vraiment, ça fait… pour moi, un product market fit n'est jamais terminé. Il n'y a pas de product market fit. Oui, il y a des ébauches d'eux qui permettent de lancer, de tester, mais c'est de l'amélioration continue. C'est ça, en fait, le Product Market Fit, c'est le produit qui va s'adapter à son contexte et peut-être par rapport à ce que tu disais juste avant, à son environnement aussi. Bien sûr. À son Europe ou à son Amérique. Exactement, j'ai même envie de dire, dans mon cas, donc je fais du leasing de matériel informatique reconditionné, on le commercialise pas de la même manière en Belgique et en France, par exemple. Pas du tout, parce que les besoins sont différents. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des contrats avec des clients français. Ils ne viennent pas chercher, ce n'est pas les mêmes besoins que les clients wallons, ni flamands. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. C'est dingue, pourtant c'est le même produit, mais on ne le vend pas de la même manière. Les gens ne viennent pas chercher des spécificités de produits similaires, alors que fondamentalement c'est la même chose du leasing de matériel informatique reconditionné. Mais là où il y en a qui viennent chercher
l'aspect personnalisation des finances, donc ça c'est plus un investissement mais des frais opérationnels. Il y en a d'autres qui sont plus attirés par la politique RSE, donc c'est du matos reconditionné et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire, il y en a qui viennent chercher l'économie d'argent, il y en a qui viennent chercher la sécurité parce que ben, dans mon leasing, il y a le service et la garantie. Donc, peu importe la porte d'entrée, j'ai envie de dire, comment est-ce que je sais que c'est cette chose-là qui va marcher? Bah, j'en sais rien. Peut-être que dans un an, la manière dont je fais du leasing de matériel informatique reconditionné ne sera plus la même qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est super intéressant parce que quand on est indépendant, et en tant qu'être humain, on a souvent tendance peut-être à être même paresseux, c'est-à-dire ouais, ok, j'ai un truc qui tourne, je me repose sur mes lauriers, et puis du jour au lendemain, on commence à voir les ventes qui chutent, et on se dit mais pourtant ça marchait il y a une semaine, pourquoi aujourd'hui ça marche plus? Continuellement savoir se remettre en question et se poser les bonnes questions par rapport à ce que veut le client. C'est super important. On a tendance à prendre le sens inverse, d'ailleurs de poser la question pourquoi tu te lèves tous les matins? Ben, c'est exactement ça. Pourquoi je me lève le matin aujourd'hui? Ben, parce que mes clients veulent ça. Et demain, je te dirai ben, parce que mes clients veulent autre chose. Et c'est ça qui est intéressant dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que c'est toujours challengeant. Toujours, 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 toujours. On va parler un peu de croissance. Tu Ouais, dis 2022, l'activité d'école. ouais, Alors, d'abord, comment tu le vis, ouais. compte tenu du parcours du combattant que tu viens bah, ouais, de terminer ou que tu es Mhm, en train de terminer? Ça, c'est ma première question. mhm. Comment tu le vis ou tu vois, bah mince, ça décolle quoi. Alors évidemment, au début, c'est l'excitation. Tu te dis, waouh, c'est génial, ça arrive enfin, un peu de reconnaissance par rapport à tout ce que je viens de vivre. Et c'est là qu'entre en jeu, pour moi, la deuxième force de l'indépendance, c'est l'humilité. Ok. Savoir se dire, ok, ça tourne, mais mon expérience m'a appris que rien n'est jamais acquis. Donc aujourd'hui, oui, ça tourne, je suis très heureux, ma boîte fonctionne, là, j'ai de la croissance, c'est parfait, c'est génial, mais rien n'est jamais acquis. Donc en fait, je me repose jamais sur mes lauriers et je ne considère pas ça surtout comme une victoire. Aujourd'hui, je considère que si je suis là où je suis, c'est grâce à mes clients, c'est grâce à ceux qui me font confiance, c'est grâce à des partenaires, c'est grâce au cercle, par exemple, avec qui je peux networker. Mais oui, c'est une réalité. J'ai des opportunités de networking, bah, je les saisis, je rencontre des gens, enfin, c'est génial. Et donc, bah, c'est c'est- c'est, euh, c'est de c'est de la réussite, mais modérée. Parce qu'en fait, il y a à un moment donné, je pense que dans l'évolution, il y a le dépassement du plafond de verre. Ça veut dire que quand j'ai commencé mes activités et que j'ai atteint un certain seuil de revenus, et j'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est- tu te frottes les yeux, tu te dis, mais c'est pas possible, ça m'arrive, comment c'est possible? Et puis en fait, tout de suite après vient, ok, c'est là, donc ce qui est fait, mais comment grandir de manière sereine? Et c'est là où on évite tout le système à l'américaine où sky is the limit dont je parlais tantôt et ainsi de suite, on s'emballe pas. On m'a proposé de lever des fonds, on m'a proposé de partir dans des trucs en mode Startup Nation, tout ce que tu veux, De te racheter aussi? de me racheter. Oui, pourquoi pas, mais pas maintenant, pas comme ça, pas. En fait, non, sain, serein, efficace. Je suis aujourd'hui, j'ai un parc d'un peu plus de 600 machines en leasing. Je suis tout seul. Alors oui, je travaille avec des collaborateurs sur différents sujets parce que je ne peux pas tout faire tout seul non plus, on est bien d'accord. Mais, euh, mais non, j'en suis pas. Je vais lever des fonds pour développer les marchés. On va se calmer. On va d'abord bien la stabiliser, bien se poser. Et une fois qu'on est bien posé, ben, on peut entreprendre une vraie croissance, mais qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus durable dans le temps. Voilà. Bah, tu anticipais, pardon, justement. La question, c'est que aujourd'hui, littéralement, tu croules sous les demandes. C'est. Ouais, c'est plusieurs demandes, plusieurs dizaines de demandes par semaine qui tombent voilà, chaque semaine. Mais alors, tu disais, on y va, je veux dire, à la cool, serein, détendu, etc. Mais quand même, quand tu as un service, il faut que tu délivres. Ouais. Et comment est-ce que tu gères ça à toi tout seul? Tu as dit Mhm. que tu avais quelques collaborateurs, certes, mais est-ce que tu regardes pas déjà le step d'après? Comment est-ce que tu anticipes cette croissance à venir vraiment, tu vois?
Bah, la croissance, en fait, ça dépend comment on la veut aussi. Tu vois, tu pourrais te dire, OK, demain, je veux faire x3 avec mon parc informatique, très bien. Effectivement, il faut l'anticiper de la bonne manière. Mais moi, je n'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que oui, tu dois voir à moyen terme, voir un peu comment les choses se posent, voir un peu comment le marché évolue. Euh, et puis, j'ai envie de dire, en fonction de ce qui arrive, tu réagis. Je suis quelqu'un de plutôt réactif. Ça veut dire que je ne vais pas être trop dans l'anticipation parce que justement, je l'ai été à un moment de ma vie où on me dit on va aller par là, on va aller par là, on va aller par là, on va faire ça, et puis je me suis planté. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire ok, on va d'abord laisser les choses se mettre bien convenablement, et puis sentir les directions dans lesquelles on va aller en fonction de ce qui se présente. Je dis jamais non à un contrat, ou rarement. Et je préfère dire d'abord oui et puis trouver les solutions pour assumer le oui. Mais l'assumer quoi qu'il arrive. Voilà. Là, dans le cadre de ton activité, dans ce que tu fais au quotidien, dans ce que tu vois, puisque tu vis aux côtés des entrepreneurs, ben, un peu comme nous ici Mhm. au Cercle, c'est quoi ta vision de la Wallonie comme terre d'entrepreneuriat aujourd'hui? Alors moi je pense que la Wallonie, au niveau entrepreneuriat, euh, l'image que j'ai, c'est pour moi il y a deux générations. Il y a celle des entrepreneurs à l'ancienne qui sont là, qui sont bien établis dans le paysage et qui pèsent parfois même bien lourd et qui ont une vision. Et puis, bah, il y a toute cette génération d'entrepreneurs qui reprennent, qui imaginent, qui innovent, qui s'installent et ainsi de suite. Et j'ai toujours cette impression de se dire, la chance qu'on a ici, c'est que on peut bénéficier de l'expérience des anciens pour pouvoir accompagner cette jeune génération qui veut se lancer, qui veut faire des trucs et ainsi de suite. Et petit à petit, le paysage fait que tout doucement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour dire venez entreprendre en Wallonie, venez, on ne va pas vous bouffer, on ne va pas vous blâmer si vous vous plantez, et ainsi de suite. Donc c'est toujours la sagesse, j'ai envie de dire, d'un ancien qui apprend à un plus jeune à comment bien marcher, comment faire mais qui le laisse en même temps faire ses expériences, mais vraiment être accompagné tout en sagesse, tout en douceur. Mais donc, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, et tout à fait objectivement, en réalité, la Wallonie, ça reste un terreau fertile à l'entrepreneuriat, ou même ça, je veux dire, ça continue à l'être. Alors, je vais être très cash dans ma manière de dire Un les peu de choses. nuance. Non, non, mais je suis tout à fait. En fait, je suis d'accord avec toi. Et j'ai envie de te dire, j'en discutais l'autre fois avec un collègue entrepreneur, et on en est arrivé au constat suivant. En Belgique, on est très taxé sur la manière sur notre environnement. Il y a pas beaucoup d'incitants. Voilà. Même si on fait plein de choses, au niveau, voilà, c'est un secret pour personne. On est très taxé. Mais l'avantage que ça a, c'est que si tu réussis en Wallonie et en Belgique, tu peux réussir partout ailleurs. Parce que si tu arrives à montrer ta valeur, si tu arrives à prospérer dans un pays, dans un environnement qui est très taxé, très cadré, très machin, ben en fait, c'est comme si tu acquiers l'expérience de tout un tas d'environnements. Parce que peut-être que si demain tu vas dans le pays où il y a moins de taxes et ainsi de suite, tu peux dire, ben en fait, moi j'ai charbonné comme un malade, on m'a pris 50% de mes revenus, mais j'y suis arrivé. Je peux vivre dans cet environnement, j'y arrive, ça fonctionne. Donc forcément, si je peux là, qui peut le plus peut le moins, donc je peux aller vivre dans un autre pays où c'est moins taxé et réussir aussi. Centre de formation des guerriers de l'entrepreneuriat. Ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Gianni, on va tout doucement arriver Ok. à la fin de cet entretien. Je voudrais un peu avoir finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ton parcours? Qu'est-ce qu'on doit retenir des messages que tu as véhiculés ici aujourd'hui? Finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure et qu'est-ce qu'on donne comme mot à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà? Comment est-ce qu'on peut résumer notre échange et les inspirer? Il y a deux choses. La première, je crois que c'est le fondateur de LinkedIn qui a dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute de la falaise et qui construit son parachute dans la chute. Voilà. C'est purement ça. Donc ça veut dire que lance, vas-y, fonce, fais-le. Moi, l'expérience, elle m'a appris à dire, ouais, saute de la falaise, vas-y. N'oublie pas de prendre de mode d'emploi du montage du parachute. Parce que ça va peut-être t'aider. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, euh, c'est tiré d'un film et c'est un gars qui dit vas-y fonce, entre toi et moi on sait que ça ne marchera pas mais on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Et ça, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a tendance à chercher après la perfection. Il y en a qui veulent avoir le truc le plus beau, le plus fini, le plus machin, qui mettent la charrue avant les bœufs. Il faut avoir le site nickel, fabuleux, terrible. Non, si tu as un truc à vendre, c'est pas ton produit que tu vends, c'est toi qui vends le produit ou ton service. Et donc, si tu as la foi, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu as la foi en ce que tu fais et que ce que tu fais est aligné avec qui tu es, alors ça marchera. Sans site internet, sans campagne de publicité, sans, j'ai même envie de dire, sans gros accompagnement. Fais-le, tu verras bien comment ça prend et en le faisant, tu verras comment ajuster tes trucs. Parce que sinon, tu ne te lanceras jamais et tu risques de passer à côté de ta vie parce que tu avais un rêve et que tu ne l'as pas vécu et tu t'es contenté de moins alors que tu aurais pu avoir beaucoup plus. Voilà, Ça, c'était de la conclusion. En tout cas, Gianni, merci beaucoup. Merci avec beaucoup pour ton plaisir. temps. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous au cercle. Et puis, si vous voulez continuer à recevoir les prochains épisodes qui sortent, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube du Cercle de Wallonie. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour avoir en avant-première les épisodes. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir en primeur tout ce qui se passe. Si vous aussi vous êtes membre du cercle et que vous avez une histoire à partager, j'en suis certain, vous pouvez nous contacter à info@cercledewallonie.com et on sera un plaisir de vous accueillir comme Gianni ici en plateau pour parler de votre parcours et pour continuer à inspirer la Wallonie qui gagne. À très vite. Merci Jonas. Merci à toi Gianni.